Donc juste présenter Guillaume effectivement qui vient juste après, dire que je dis souvent que ce qui est important dans la vie professionnelle, c'est de faire des belles rencontres et de laisser la chance à la rencontre. Moi j'ai eu la chance il y a 10 ans de rencontrer Céline Lazorte, avec laquelle le groupe a fait un beau bout de chemin aujourd'hui. Et Céline organisait de temps en temps des dîners à son bureau avec un mot d'ordre assez rigolo, c'est qu'en fait les gens se connaissent ou pas. L'idée c'est qu'au dîner, en fait, on a une petite fiche chacun sous son assiette et on doit lire le profil de l'individu et deviner qui est autour de la table. Et j'ai connu Guillaume comme ça, Guillaume qui a lancé le slip français, et qui est un gars assez incroyable. J'espère qu'il va réussir à bien vous... Il a pas mal de qualités qui d'ailleurs énervent beaucoup les hommes. C'est un bon entrepreneur, c'est un beau gosse, il est sympa, bref, il coche toutes les cases qui sont énervantes. En plus, il vend des slips. C'est un garçon qui a le don d'énerver la jante masculine, mais qui parle très bien de son business en tout cas. En tout cas, c'est une très belle rencontre que j'ai faite. Je suis très heureux qu'il soit parmi nous aujourd'hui, pour vous parler de cette belle aventure du slip français dont vous avez tous forcément entendu parler. Je vais laisser faire un petit speech de quelques minutes et puis ensuite derrière je vais poser quelques questions, en tout cas pour celles qui n'auraient pas encore été abordées pendant son intervention. Je te laisse la place Guillaume, sans trop te faire rougir j'espère. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour l'intro, là c'est bon, maintenant je suis à peu près obligé de faire un truc bien, il faut que je fasse des pirouettes ou le poirier ou un truc. Je parle de slip bar, donc normalement ça fait toujours un peu rire, donc je vais me raccrocher à ça. Qu'est-ce que je vous raconte aujourd'hui ? Déjà, je suis ravi d'être là. La Bretagne, forcément, moi, c'est un truc qui me parle vachement. Déjà parce que les Bretons, vous le savez, vous êtes hyper chauvins. Dès qu'on fait un concours régional, c'est toujours les Bretons qui gagnent. Donc, on a déjà fait un slip Bretagne et tout. Il est magnifique. Il est d'ailleurs disponible sur le site. Vous pouvez y aller. Je suis commerçant, n'hésitez pas. Je suis presque humoriste du slip, en fait. Non, bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume. Je suis parisien et j'ai 10 minutes pour vous pitcher un peu le slip avant que Ronan me pose plein de questions pièges et vous pourrez en poser aussi. Je suis parisien. J'ai 34 ans cette année. Je suis papa d'un petit Joseph qui a 9 mois. Ça se voit peut-être un peu sous les yeux, les parents me comprendront dans la salle. Et il y a maintenant 7 ans, j'ai eu l'idée un peu folle de lancer une marque de slip qui est un part avec des potes. Un peu bizarre comme idée. Avant ça, je suis sorti d'HEC en 2009, il y a 10 ans, et en sortant de l'école, j'étais un peu perdu dans ma life, et je me suis retrouvé par hasard chez Bio C'est Bon. Je ne sais pas si vous voyez les supermarchés bio. Je démarre en stage chez eux, je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ouvre les magasins, je recrute les équipes, je commande les frigos, les clims et tout. Voilà, en slip, ok, très drôle. Et ça, celui-là, il va remonter, ça va être... je suis foutu. Donc je suis chez Bio C'est Bon, je m'éclate, je comprends que j'aime bien le concret, j'aime bien avoir des vrais clients, j'aime bien bosser dans un marché qui fait du sens dans le bio. Et je me dis ok, je veux monter ma boîte et peut-être comme certains d'entre vous, j'ai 25 ans et je me dis je cherche une idée, ce qui n'est pas si facile à trouver. Et je me dis plusieurs trucs, je me dis monter sa boîte ça prend du temps. Moi ça fait 7 ans, je pense que le cycle d'une boîte c'est plutôt 10, 15, 20, beaucoup plus. Donc il faut démarrer dans un métier qu'on aime, dans lequel on peut raconter avec passion et envie ce qu'on fait. Et je me dis la mode j'aime bien ça. J'ai toujours bien aimé les marques, j'ai toujours bien aimé les marques de fringues. Je me dis un truc, c'est qu'Internet va bouleverser la façon dont ce métier fonctionne. Pour vous donner un ordre d'idée, Instagram n'existait pas en France en 2011 quand j'ai démarré le slip. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde suit des marques de mode sur Instagram. Vous vous rendez compte de l'impact que ça a dans notre métier. Et je me dis, ok, Internet, ça va bouleverser. La mode, c'est cool, il y a sûrement des trucs à faire. Mais il y a des produits qui sont plus ou moins adaptés à la vente en ligne. Une veste, un jean, c'est chiant. Si je ne connais pas ma taille, comment je fais pour le retourner ? Et je me dis, en fait, il y a des catégories qui sont assez malines peut-être à vendre en ligne. Un sous-vêtement, ça ne s'essaye pas. Messieurs dans la salle, vous n'avez jamais essayé un slip dans un magasin de votre vie ? Ou alors vous faites partie des rares qui vraiment ont la motive d'enlever leur froc au fond de la cabine ou ça. Mais normalement, vous ne le faites pas. C'est un peu vrai pour les femmes. Et surtout, c'est un produit qui est petit, qui est léger, donc qui ne s'essaye pas, je l'ai dit, et auquel on est très fidèle. Pareil, dans sa vie, normalement, quand on a un mec, on a un modèle de sous-vêtement, peut-être 2 si vraiment on a une rupture existentielle, mais globalement, on ne se prend pas trop la tête sur le sujet. Donc finalement, ça coche pas mal de cases d'un bon produit à vendre en ligne. Et de l'autre côté, je me dis, ok, le sous-vêtement en ligne, il y a peut-être un truc à faire. Dim, ça fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eminence, ça fait 130. Calvin Klein, ça fait 2 milliards. Et de l'autre côté, je me dis, ok, il y a un truc à faire, mais quand même, c'est pas hyper sexy. Il faut essayer de trouver une façon de le raconter. Et je me dis, quelles sont les marques françaises qui ont les racines fortes pour se réinventer, qui ont une super marque et qui se réinventeront toujours. Et je me dis, forcément, Hermès, Louis Vuitton, donc forcément compris des choses, mais aussi quelque part, Petit Bateau, Lacoste, des marques un peu plus traditionnelles françaises, ont aussi des valeurs fortes. Et je me dis, en fait, le point commun entre tout ça, c'est le savoir-faire, c'est le produit, c'est l'usine, c'est cette
histoire qu'on raconte un peu, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que c'est vraiment made in France ou pas, allez regarder sur les polos Lacoste ou les produits Petit Bateau ou finalement même les produits Louis Vuitton, est-ce que c'est fabriqué en France? On ne sait pas trop, mais en tout cas, on joue là-dessus et je me dis, si j'arrive à mettre ça dans une marque rigolote sur les réseaux sociaux et sur Internet, il y a peut-être un coup à jouer. Et donc là, je sortais de chez Bio C'est Bon, j'ai 25 ans, je vais boire des bières avec des potes, ce que je vous recommande chaudement pour essayer de craquer vos idées, dans un petit café qui s'appelle le Sauvignon, qui est en bas du Bon Marché, pour ceux qui connaissent à Paris, et qui est pas très loin de la gare Montparnasse, c'est pratique, vous pouvez y aller. Et je raconte ça, et j'ai un pote qui me dit, mais mec, t'es ma boule, qu'est-ce que tu vas foutre à vendre des slips? Ça va jamais marcher, surtout sur Internet, tu vas pas vendre le moindre sous-vêtement, ça marchera jamais. Et je lui dis, écoute, je vais pas faire n'importe quel slip, je vais faire le slip français, et tu vas voir, ça va cartonner. Je passe la nuit dessus, je me dis, bon, on verra bien, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? J'ai pas tellement d'autres idées, et je me dis, vas-y, on y va, quoi. On essaye, j'ai 25 ans, j'ai pas grand chose à perdre, j'ai pas d'autres idées. Et je me dis, foutu pour foutu, allons-y, testons le truc. Au pire, j'aurai des slips pour toute ma vie et puis on verra bien ce que ça donnera. Et donc le lendemain, je tape sous-vêtements fabrication française dans Google. Je tombe sur une usine en Dordogne. Je ne connais rien au slip, rien, Internet, rien. Je fais un premier patron sur PowerPoint, dégueulasse, avec une ligne bleu, blanc, rouge en haut, une cocarde et une tagline que je me dis, c'est un bon slogan marketing. Je me dis, si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Ce qui est évidemment une vraie grosse blague au début et qui est en train, et on en parlera après, qui est en train de devenir de moins en moins. Et je vais rencontrer le patron de l'usine en Dordogne et 9 mois plus tard, je ramène 600 slips dans le coffre d'une bagnole à location, des bleus, des blancs, des rouges, des noirs, le vaillant, l'intrépide, le redoutable, le triomphant. Je bricole la première version du site web sur PrestaShop, pour ceux à qui ça parle. Donc pareil, j'y connais rien, mais je bricole le truc. Et en septembre 2011, je lance le slipfrançais.fr en me disant, comme je l'ai dit, au pire, voilà, j'ai 600 slips dans le garage de ma grand-mère dans le 7e et on verra bien ce que ça donne. Je trouverai bien quelqu'un à qui fourguer ces 600 slips. Et 7 ans plus tard, cette année, on va faire presque 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, à 60% sur notre site web. On est devenu, et on en reparlera, un de ces exemples de marque DNVB, un joli mot français qui veut dire Digital Native Vertical Brand. On peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, voilà, c'est le modèle qui marche pas mal, on en reparlera tout à l'heure. Mais 60% sur notre site web, 30% dans nos 18 boutiques un peu partout en France, et on n'est pas loin de devenir un des plus gros marchands de slip e-commerçants en France, ce qui est quand même une jolie pirouette. Et évidemment, là où on veut aller, et après je pense que je m'arrêterai peut-être sur ce premier pitch pour laisser la place aux questions, mais là où on veut aller, cette blague qui était vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Au début, c'était vraiment une blague, c'était un positionnement marketing. En fait, plus on avance et plus je me dis que cette idée d'arriver à faire une marque désirable, qui est un peu le mot que tout le monde utilise dans la mode, mais en même temps durable, qui se pose des questions de où c'est fabriqué, pourquoi, comment et comment la valeur est répartie sur les différents moyens de la chaîne. En toute transparence, aujourd'hui dans la mode, ça n'existe pas. Tout le monde connaît Yuka, on peut flasher ses produits en magasin. Ce qui arrive dans la mode, c'est un peu la même chose. On va flasher les étiquettes sur les produits et ça pourra vous dire où c'est fabriqué, est-ce que c'est fait au Bangladesh, en Chine, comment, pourquoi, en quelle matière, quel est l'impact environnemental de nos produits. Et clairement, je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire. Et ce n'est pas un petit chantier, puisque ça pose plein de questions, de marge, de dispo produit, de plein de choses, mais c'est ce qu'on veut faire, vraiment se dire qu'on arrivera peut-être à changer le monde en commençant par changer de slip. Et le tout en faisant des blagues sur Facebook que j'espère que vous avez vu passer. Et je ne vais pas gâcher mon plaisir de vous lâcher pas mal de punchlines aujourd'hui. N'hésitez pas dans les questions. Les jeux de mots sur les slips, c'est infini. Donc, je n'ai pas tout vu. Voilà, il y a la du kangourou. Mais allez-y, faites-vous plaisir parce que moi, ça me donne des idées. Et voilà. En tout cas, je suis ravi d'être là. Et je crois que c'est la place aux questions. Bien, Guillaume, effectivement, on voit que tu as mis le paquet pour reprendre une expression qui est coutumière chez les Français. Trop facile. Voilà, alors, peut-être quelques questions effectivement pour cibler quelques sujets que tu as évoqués, puis on en prendra peut-être une ou deux qui sont écrites ici, qui pourront t'inspirer peut-être pour la suite. Tu as expliqué effectivement l'idée, la genèse, mais est-ce qu'il faut comprendre que cette idée elle est venue par une approche un peu systématique, ou parce que c'est toujours intéressant de savoir s'il s'agit de se mettre dans un bureau, de screener après tout ce qui existe, ou c'est quand même une élimination d'un matin qui se dit finalement tout ça, ça coche les cases. Parce que la part entre l'intuition finalement et le raisonnement, c'est quoi là-dedans ? Je vais citer un film qui s'appelle Armageddon, que tout le monde a vu avec Bruce Willis. Non, c'est 98% d'intuition. Là, il y a un joli storytelling. Donc, je pense qu'il y avait un peu de tout ça à raisonner. Mais en vrai, je vais lancer une marque de slip et puis ça va marcher. Donc, oui, l'idée que ça va bien se vendre sur Internet, oui. Mais le côté repeat et tout ça, le côté derrière de durable, vous voulez changer le monde, commencer par changer de slip, c'était vraiment une blague, quoi. Et derrière, toutes ces tendances de fond, après, je pense que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est finalement arriver à se greffer sur des tendances un peu plus larges que ce qu'on imagine au début. Mais non, il y a beaucoup de coups de bol, je pense. Donc, je pense que ça encourage. Il faut la provoquer, ça, provoquer un peu la chance. Et alors, tu parlais de la croissance tout à l'heure, 60% encore en 2008, si je ne dis pas de bêtises, tu parlais du chiffre d'affaires tout à l'heure. Comment on fait pour garder une traction aussi forte ? Parce que j'imagine que ça, tu le dis comme ça en une phrase, de manière très décontractée, mais ça implique pas mal de choses et pas mal de transformations. Comment est-ce qu'on gère ça ?
cette hyper-croissance? C'est difficile, hein. Effectivement, la start-up, l'entrepreneuriat, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est ouvert et tout ça. C'est beaucoup de boulot déjà, c'est beaucoup d'exigences. Après, on reste encore petit, donc je pense que la croissance forte, elle est plus facile. C'est un peu, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est plus facile au début qu'ensuite. Et après, moi, je pense que c'est un truc que les boîtes font assez peu, c'est qu'en fait aujourd'hui avec Facebook et tous les leviers digitaux, tout le monde a tendance à dépenser de l'argent très vite, à scaler, à dire ok voilà, on est une startup et tout ça, alors qu'en fait on oublie le bon vieux bouche à oreille, la notoriété, les médias, et je pense que le slip français c'est avant tout ça, c'est un succès de notoriété qui fait qu'en fait on court après le stock, en fait on crée un vrai succès d'estime, les gens connaissent la marque, les gens ont envie de la marque, et je pense que c'est ça qui nous fait grandir très vite et qui crée la croissance. La vraie bonne réponse c'est ça, sur laquelle derrière on essaie d'être agile sur le web et de bien faire les choses, mais je pense que le premier truc, et je vois beaucoup de startups qui parfois pensent pouvoir ne pas faire cette étape-là, mais elle est clé, c'est du bon sens de commerçant, c'est de se dire il faut se faire connaître, il faut faire aimer son produit, et c'est la clé, quoi. D'accord. Alors justement, faire connaître le produit, bon, il y a cet humour entre guillemets potache, que peut-être sortir quelques blagues au passage qui sont assez. Quand on lit d'ailleurs, quand on reçoit les pubs du slip, c'est toujours assez rigolo de voir un peu ce qui est. Mais à part ça, on imagine que forcément il y a une logique un peu plus d'acquisition rationnelle. C'est quoi alors, sans parler de fabrication, mais les grandes recettes sur lesquelles vous fonctionnez qui font que le slip a une traction comme celle qu'il a aujourd'hui? Il y a plusieurs trucs. Le premier, c'est le produit. Donc, c'est sûr qu'il faut faire un bon produit de qualité où les gens reviennent. Donc, ça, c'est un peu bateau, mais c'est important. D'arriver à se mettre sur les bonnes catégories produits aussi. Et je rejoins ce que Emmanuel disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire différent. En fait, nous, ce qu'on a fait de différent, c'est aller sur le web. Et puis surtout, finalement, de faire des sous-vêtements, des maillots de bain, des catégories sur lesquelles il y a peut-être un peu moins de monde, où tout le monde te dit mais c'est niche, il n'y a personne, le marché est trop petit. En fait, en faisant des catégories où il n'y a personne, en étant bon et plus agile, ça je pense que c'est un vrai bon truc. Et après sur le web, il y a un peu de différentes choses. Il y a déjà être très bon sur la partie organique, donc sans dépenser un euro, d'être très bon sur le contenu, d'arriver à être bien organisé pour rebondir sur l'actualité, d'avoir une ligne éditoriale calée pour chacun des réseaux. Donc ça, c'est vraiment un savoir-faire web et digital qu'on a développé avec le temps, d'avoir le bon contenu pour Instagram, le bon contenu sur Facebook, sur la partie organique, et derrière après arriver à comprendre avec le temps, quand on commence à dépenser de l'argent sur les plateformes, de bien le faire, de tout mesurer, de tout traquer, donc vraiment être très bon dans l'analyse de comprendre ce qu'on fait et comprendre chaque euro dépensé, à quoi il sert, quoi. D'accord. Et tu parlais tout à l'heure de la politique RSE, en tout cas de Made in France. Alors, pour être un peu provoque, tout le monde dit ça en fait. Donc, c'est vrai ou c'est pas vrai, hein? Le Made in France ou Ouais, le Made in France et RSE et tout ce qui va avec, et la philosophie générale qui viendrait encadrer le business. Ouais, à quel point c'est vrai C'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise à mission, la RSE, le B Corp, ça, il y a beaucoup de choses et pas mal de greenwashing. Nous, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, on fabrique l'intégralité de nos produits en France, donc on fabrique aussi la matière en France, c'est-à-dire qu'à partir de la bobine de fil, puisque le coton ne pousse pas en France, donc on importe dans l'usine la bobine de fil. À partir de la bobine de fil, 100%, enfin 99% du produit est fait en France. Donc ça, personne ne fait ça dans notre métier. Donc ça a des implications fortes de marge, puisqu'on fabrique 3 à 4 fois plus cher que tout le monde, mais en se disant qu'on va repenser le modèle, de faire beaucoup moins de soldes, pas de Black Friday, pas de vente privée à outrance, et le produit, il est 50% de produits permanents que vous avez au même prix toute l'année. Donc ça, il y a une espèce de logique de se dire, en fait, on va fabriquer plutôt le stock dont on a besoin en circuit court, localement, à côté de nous, à des gens à qui on peut confirmer les commandes régulièrement, plutôt que passer des containers entiers de produits qu'on va fourrier en solde, moins 30, moins 40, moins 60, moins 70, c'est les soldes en ce moment. Moi, je me demande quel est le modèle économique qui fait qu'une boîte est capable de vous vendre un produit à moins 70% et d'arriver encore à gagner de l'argent, quoi. Donc à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Donc je pense que là, il y a un vrai bon sens qu'on remet dans le produit. Et après, donc il y a un impact sociétal très fort chez nous. On fait bosser 110 personnes chez nous, 60 personnes au siège et presque 60 aussi maintenant dans les boutiques. Et on crée ou on maintient presque 220 emplois auprès des 42 usines et différents fabricants en France avec qui on bosse. Donc ça, c'est de l'emploi local. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, quand je vous disais désirable et durable, ce qu'on est en train de bosser, c'est vraiment l'économie circulaire et de le faire en vrai, pas faire un produit gadget, de dire bah voilà, on a fait un pull en coton recyclé, mais de passer l'été prochain toutes nos nouveautés de maillots de bain en PVC recyclé, donc le polyamide, donc c'est des bouteilles de plastique recyclées dans une matière recyclée. Et le gros truc sur lequel on a bossé, qui n'est pas encore dans la gamme mais qu'on va bientôt lancer, c'est du coton recyclé. Donc là, c'est de se dire, en fait, on va arrêter de prendre du coton qui pousse au bout du monde, de le faire venir et de le tricoter, ce qui est déjà pas mal puisqu'on a localisé beaucoup de choses, mais de se dire qu'on peut récupérer des vieux vêtements, refaire une nouvelle fibre et refabriquer en vraie économie circulaire. Et ça, je pense que c'est l'avenir de notre métier. Zara a annoncé il y a 2 jours qu'à 2025, il passait 100% de leurs approvisionnements en sustainable. Donc je pense que voilà, il y a forcément toujours de l'effet de manche, mais au global, ça va quand même vraiment dans le bon sens. Et
je pense que, nous déjà, c'est ce qu'on a envie de faire en fait, au-delà de est-ce que c'est du washing ou pas. Je veux dire, nous, c'est ce qui nous fait kiffer parce que ça donne du sens et c'est ça qui est cool. On vient bosser le matin pour faire bouger une industrie plus que pour vendre encore un peu plus de slip, quoi. D'accord. La gamme, tu parlais de la gamme du slip tout à l'heure. Comment ça se passe la création chez les slips? Alors, tu parlais du premier que tu as fait toi-même sur après, je peux faire un PowerPoint parce que tu as expliqué, tu faisais ton patron tout seul. Mais comment ça se passe la créativité chez les slips? C'est que les gammes créées, renouvelées, c'est quoi le process? Il y en a un? Donc déjà, on a le gros de notre gamme qui est des permanents. On se voit pas comme une marque de mode qui va se réinventer tout le temps avec des saisons et tout ça. L'avantage, c'est que surtout, encore une fois, chez les hommes, on adore le bleu marine. On peut faire semblant qu'on aime bien le jaune et le vert, mais en fait, on aime bien le bleu marine et le gris. Donc ça, c'est assez pratique. Donc l'idée, c'est d'être une marque qui propose de la nouveauté, mais dont le cœur de métier est de faire quand même des produits qui ont du sens durable, donc qui ne changent pas tout le temps. Après, on essaie de se raccrocher soit en collaboration avec d'autres marques. Là, on bosse typiquement avec le Tour de France en ce moment. On a fait un slip avec des poids rouges du meilleur grimpeur, un slip ça j'adore. du Tour. Voilà. Bien sûr, fan de vélo. Donc voilà, on essaie de faire des choses comme ça. On a fait le concours des régions. On a fait le slip de Bretagne dont je vous parlais. Et on essaie de se raccrocher à quelques couleurs de collection, d'avoir quand même un peu de nouveauté. Mais on n'est pas une marque de mode. On fait de la nouveauté pour donner, rester désirable. Ce que je disais, arriver à faire un peu des deux, donner envie. Mais on essaie de faire peu de stock, de plus d'animer en fait auprès des gens qui sont sensibles à ça, mais d'essayer de construire des produits qui sont des produits d'équipement. Et il y a aussi un truc qui est intéressant dans notre métier, c'est que le seconde main, c'est un énorme levier de business. Vous connaissez tous Le Bon Coin bien sûr, et vous connaissez peut-être Vinted, qui est cette application où les gens revendent des fringues que vous avez dans vos placards. Je pense que c'est une énorme tendance de marché. Il y a bien une catégorie sur laquelle on aura plus de mal à acheter un produit d'occasion, c'est quand même le sous-vêtement. Enfin, faites ce que vous voulez, mais moi je trouve que ça marche moins bien. Et du coup, nous, on se dit, faisons le produit à l'impact le plus positif pour un produit d'équipement. En fait, on vend un produit d'équipement presque une commodité en fait. Donc notre métier, c'est même si on fait un peu de création, d'animation et on a une super directrice de collection, on essaie de faire des trucs sympas. On reste un métier de produit permanent et c'est vraiment ce qu'on veut construire, quoi. Alors, tu parlais tout à l'heure du côté un peu, par exemple, bourrin des hommes qui disent j'ai une ou deux marques dans ma vie, j'en change pas, mais vous avez fait une diversification quand même vers la jante féminine qui est peut-être plus exigeante. En tout cas, si je reprends les critères que tu évoqués tout à l'heure, ça correspond à quelque chose qui est un marché sur lequel vous pensez qu'il y a une traction aussi forte possible. Peut-être qu'elle est déjà avérée d'ailleurs que sur la partie homme ou c'est juste pour compléter quelque part la gamme. Ouais, la femme, c'est un énorme sujet pour nous parce que je vous l'apprends peut-être, mais nous, on a presque 400 000 clients en base à la fin de l'année. La moitié sont des femmes. Qui achetaient jusque-là une offre 95% hommes. Donc les femmes achètent des sous-vêtements pour les mecs autour d'elles. Donc les mecs, on peut faire semblant, mais en vrai, c'est quand même souvent le cas que les femmes achètent les sous-vêtements pour leur mari, leurs copains, tous les mecs autour d'elles. Donc du coup, elles étaient clientes chez nous, elles achetaient plutôt pour leurs mecs, elles trouvaient que le produit était sympa et elles nous demandaient, en fait, on aime bien la démarche, on trouve que le Made in France, ça fait du sens, on aime bien vos codes, on aime bien les quelques collabs que vous avez faites avec des marques de femmes. Proposez-nous des produits, on sera trop fans, on les achètera. Et donc du coup, depuis 18 mois, on a lancé une vraie gamme femme qui fait aujourd'hui presque 15% de notre chiffre d'affaires, qui faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, qui va faire 4 cette année. Et c'est un énorme levier pour nous, puisque le marché de la femme est 4 fois plus gros que celui de l'homme. Plus de concurrence, un peu moins fidèle aussi dans les marques et dans le choix des marques. Mais je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que le slip, c'est 65% de femmes dans l'équipe. Et donc, il y a aussi, je reviens à ça, c'est qu'il y a aussi une envie, et je pense que c'est important d'aller vers les choses qui font plaisir, qui font du sens pour l'équipe, quoi, et de dire, au-delà de la strate, de dire est-ce qu'on a envie de faire ça, est-ce qu'on trouve que c'est cool, et depuis le début, on a envie de faire ça. Comme peut-être un jour, on viendra à faire de l'enfant, ce qui n'était pas forcément prévu, ce qui n'est pas dans notre plan, mais voilà, moi ayant eu un petit garçon et toutes les équipes grandissant un peu, il y a des enfants qui arrivent, et donc l'envie de faire de l'enfant viendra peut-être aussi. C'est pas très rigolo, effectivement. L'international, quand on a cette revendication effectivement Made in France, c'est quelque chose qui pour le coup fait du sens ou pas, ou ça l'international, c'est un peu le truc pas évident pour nous. En fait, assez vite, on a été approché par des Coréens, des Japonais, des gens un peu partout dans le monde qui trouvaient la marque trop bien, puisque souvent les marchés asiatiques sont très fans des marques françaises. Donc assez vite, j'y ai passé un peu de temps. On a fait un peu de chiffres à Hong Kong, au Japon et tout ça. Mais en fait, je me suis vite dit qu'en fait, il valait quand même mieux passer du temps à vendre sur Internet en France, qui était notre cœur de métier, ce qu'on savait bien faire mieux que les autres, plutôt que de s'épuiser à aller faire du wholesale dans d'autres pays où on ne comprenait pas. Il y avait des contraintes douanières, des contraintes de langue, donc beaucoup de choses. Donc on a vraiment mis l'énergie à développer la marque en France et je pense qu'on a eu raison. Aujourd'hui, on se dit que la femme, c'est un énorme levier pour nous qui nous semble plus embrayé, plus facile que de faire l'international. Donc l'international, il grandit, il fait presque 10% du chiffre, mais aujourd'hui, on met assez
peu de ressources dessus. On a traduit le site en anglais, en allemand. On pense que là, la fabrication française pour aller vendre en Angleterre ou en Allemagne fait du sens parce que c'est local et finalement, livré à Londres ou livré à Toulouse, c'est à peu près c'est à peu près le même sens. S'il fallait vraiment penser la suite d'un plan très ambitieux à l'international, on se dit peut-être sur les États-Unis, par exemple, le coton, ça pousse aux États-Unis. Est-ce que c'est pas plus logique ou plus innovant d'aller imaginer de fabriquer un produit local par une distribution qui ressemblerait à la nôtre aux États-Unis et de faire une marque verticale aux US plutôt que de vouloir fabriquer des produits ici pour envoyer là-bas avec un impact carbone qui n'aurait pas beaucoup de sens. Donc ça fait partie des réflexions en cours et je pense que ces sujets-là vont bouger fortement dans les années à venir. D'accord, dernière question, peut-être qu'on en prenne peut-être une que tu choisiras parmi celles qui sont posées ici. Là. Toi qui as une idée dont tes copains ont pu te dire qu'elle était un peu saute et grenue, comme dirait l'autre, qui a fait un truc décalé, qui marche, etc. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui effectivement veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, vu de ton expérience, qui est une expérience intéressante au sens ça fonctionne, mais partant de quelque chose dont on pourrait se dire effectivement au départ, c'est un peu bizarre comme idée. On pourrait, c'est vraiment 100% des gens m'ont dit ça ne va pas marcher ce truc. Et du coup, à tel point que tu y crois aussi, tu te dis, je suis quand même pas non plus beaucoup plus intelligent que les autres. Donc, si tout le monde me dit que ça va pas marcher, il y a peut-être une raison. Donc, je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête, je pense, quand on démarre, c'est le risque, c'est l'arbitrage du temps qu'on y passe, l'énergie, le risque financier, de se dire finalement, tenter un coup pour lancer une marque de slip, c'est pas très risqué, on apprend beaucoup de choses. Et puis, moi, j'encouragerais les gens à le tester le plus tôt possible. Je pense qu'on apprend beaucoup, même quand on se trompe. Donc, si ça marche pas du premier coup, si vous n'avez pas mis forcément beaucoup de sous et beaucoup trop de temps, vous apprenez. Donc, moi, je pense ce que j'aime bien dans l'exemple du slip, c'est que ça montre que vraiment, avec n'importe quelle idée, on peut réussir à faire un truc cool et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de l'exemple, c'est de se dire ok, j'ai une idée, je la teste, si elle reste dans la tête plusieurs jours et qu'on se dit ok, il faut y aller, il faut essayer. Aujourd'hui, il y a plein de leviers, le crowdfunding, il y a plein d'accès à plein de types de financement au début, donc il y a un écosystème super fort pour se lancer, donc allez-y, faites-vous kiffer, au pire vous aurez des slips ou d'autres produits pour toute votre vie. C'est dans le garage de sa grand-mère. Voilà, exactement. Donc je pense que franchement c'est une super expérience et moi je le dis souvent, quand même les entrepreneurs aujourd'hui sont quand même issus toujours de formation école de commerce, et ont quand même un background. Globalement, c'est un peu provoque, mais je dis il sera toujours temps d'aller bosser chez KPMG, donc tentez-le et puis c'est pas grave, vous aurez des trucs à raconter et sur un malentendu, ça peut fonctionner. Peut-être une question qu'on pourrait prendre. Choisis peut-être une question qui t'intéresse là-dedans. Le slip. Allez, non, je le fais pas. Non, peut-être la deuxième, possible de faire du Made in France à moins de 40 € le slip, ça c'est la question de fond. Donc nous, on vend 40 € un slip qu'on achète entre 11 et 12 €. Donc ça fait un coef, c'est pour ceux qui calculent bien, entre le hors-taxe et le TTC, entre x3 et x4 suivant les produits, là où l'industrie de la mode fait entre x7 et x9. La différence, ça va être la marge pour la boîte et puis évidemment la capacité à faire du discount, du moins 20, du moins 30, du moins 40, du moins 50 et plus. Donc si on veut remettre un peu la juste valeur, puisqu'on arrive à faire x7, x8 quand on va fabriquer très loin et très peu cher avec des gens qui ne sont pas très regardants, c'est assez transparent. Donc du coup, moi la question c'est le vendre moins de 40 en continuant à l'acheter 12, c'est quand même compliqué parce qu'en dessous de x3, x4, il faut que je paye quand même la boîte, les salaires de tout le monde et tout ça, et on a besoin d'être rentable chez nous. L'autre option, ça serait d'arriver à le fabriquer moins que 11 ou 12 €. Donc ça, faire un produit de moins bonne qualité, je pense que c'est pas la bonne voie. Le fabriquer plus loin, c'est pas la bonne voie non plus. Donc la dernière voie qui reste, c'est d'innover pour arriver à le fabriquer aussi bien et plus vite, mieux et donc moins cher. Et ça, il y a des pistes super intéressantes. Et en fait, historiquement, donc le textile français, il est passé de 460 000 emplois dans les années 90 à 60 000 aujourd'hui, puisqu'on est parti, avec les patronats sous le bras, fabriquer de plus en plus loin, au lieu de mettre l'argent sur la table pour fabriquer plus automatiquement et faire de la productivité, c'est vieux comme le monde, mais d'arriver à fabriquer mieux, plus vite. Et aujourd'hui, quand je vois un slip, c'est 8 morceaux de tissu, se dire qu'en 2019 et à horizon 2040, on n'est pas capable d'assembler automatiquement avec une machine 8 morceaux de tissu, je me dis qu'on serait vraiment des gros nazes. Donc moi, je suis incapable de le faire, mais je pense que c'est ça le sens de l'histoire. Donc relocaliser en petite série, l'impression 3D, ça existe dans le meuble, on en parlait de Mobibam ou ce genre de boîte, d'arriver à fabriquer à la demande beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement des produits. Et à ce moment-là, le fabriquer non plus 11 ou 12, mais peut-être 5 ou 6, et à ce moment-là, le vendre moins cher.
Un grand merci Guillaume pour ton intervention. On sait que tu sais faire des slips maintenant, on va voir si tu sais faire des crêpes, parce que tu as l'occasion d'en faire comme Taïk, j'espère aussi bien tout à l'heure. Merci vraiment pour ton intervention. Bon, il ne le montrera pas, mais il me l'a dit, il porte un slip français bien entendu, donc pas de doute possible. Merci beaucoup Guillaume, et bonne fin de West Web à toi. Et Merci puis à je vous. passe la parole à Alexandre tout de suite.